demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 20 mai. Nous parlerons de la réouverture des terrasses de bars et restaurants, des cinémas, des lieux culturels ou encore des commerces non essentiels. C'était hier. Notez que Bruno Bernard, le président de la métropole, assistait notamment à la réouverture du musée des Confluences. Notez que ce mercredi marquait aussi l'ouverture de Sofo sur l'ancien site d'Ikea. Nous parlerons également dans cette édition de la dernière étude de l'Observatoire économique crise Covid-19 dans la région, une étude qui pour autant n'est pas très optimiste. Nous parlons culture à la fin de cette édition, comment gérer les Romains, une exposition à découvrir au musée Lugdunum jusqu'au 4 juillet. L'expo s'appelle Une salade César. Nous évoquerons également le printemps de Pérouges et puis le festival Lyon BD prévu dans moins d'un mois. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, ce bus de collégiens de Saint-Étienne en sortie scolaire qui est entré en collision avec deux autres poids lourds hier matin à hauteur de Givors. Le car transportait 34 collégiens. 2 personnes ont été grièvement blessées, dont une jeune fille de 15 ans. Une cellule psychologique a été mise en place. Les 3 chauffeurs étaient encore auditionnés par les forces de l'ordre hier soir. Le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules serait à l'origine de l'accident. Terrasses de bars et de restaurants, cinéma, lieux culturels, commerces non essentiels, tous ont à nouveau accueilli leur public hier. À la faveur d'une fin d'après-midi ensoleillée, les Lyonnais ont profité des terrasses et des péniches pour boire un verre. Bruno Bernard, le président de la métropole, assiste à lui à la réouverture du musée des Confluences. 500 visiteurs avaient réservé pour cette journée de réouverture. L'occasion d'affirmer le soutien de la collectivité à la filière culturelle avec un budget qui devrait passer de 105 000 € annuels en 2019 à 435 000 en 2021. La culture est déterminante pour l'emploi, elle est un levier de lutte contre les inégalités. Équipements et festivals contribuent au rayonnement, ont expliqué les élus métropolitains. Notez qu'à la Part-Dieu, 278 enseignes sur 305 au total ont rouvert leurs portes dès hier, auxquelles il faut ajouter les terrasses de 2 restaurants situés au rez-de-chaussée. Première ouverture également pour Uniqlo. Hollister et Mujin n'avaient travaillé qu'une seule journée avant la fermeture. Les commerçants prédisent un samedi de très grande affluence. Ce mercredi marquait aussi l'ouverture de Sofo sur l'ancien site Ikea. Sur 4000 m², un espace de loisirs et de restauration cohabite. En raison des contraintes sanitaires, les 2 points de restauration, le bar et la terrasse seulement, sont ouverts. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La dernière étude de l'Observatoire économique crise Covid-19 n'est pas très optimiste dans la région. À peine sortie de la crise, les entreprises redoutent d'être confrontées à des tensions. 54% des entreprises se disent en effet fortement touchées par des hausses de prix sur les matières premières et les composants. Également des difficultés d'approvisionnement pour un quart des entreprises sondées. Enfin, 40% des entreprises de la région sont fortement touchées par des difficultés de recrutement. Parmi les secteurs les plus touchés, les commerces, mais aussi les cafés et restaurants. Toutefois, 57% des entreprises se disent plutôt optimistes, soit 19 points de plus en 2 mois quant à l'évolution de la situation économique. La maltraitance animale. Les gendarmes enquêtaient sur un élevage illégal depuis plusieurs semaines. Ils ont lancé une opération de grande envergure dans un hangar de Saint-Paul-en-Jarret. Ils ont découvert plus de 90 chats et chiens, ainsi qu'une dizaine de petits animaux entassés dans des conditions indignes. Les lieux étaient tenus par une femme âgée d'une 60aine d'années, sans aucune autorisation ni déclaration aux autorités concernées. Les gendarmes ont également saisi une forte somme d'argent en numéraire, ainsi qu'un véhicule. La propriétaire des lieux sera prochainement reconvoquée par les gendarmes. La date butoir pour remplir sa déclaration d'impôt est fixée au 20 mai, donc aujourd'hui, mais uniquement pour les contribuables optant pour la déclaration papier. Ceux qui choisissent la déclaration en ligne ont un délai plus long, mardi 8 juin. En cas de question, il est possible de prendre rendez-vous sur internet impôt.gouv.fr ou par téléphone au 0809 401 401. Pour les personnes qui ne pourront obtenir un rendez-vous avant les dates limites, il restera possible de corriger les déclarations après les dates limites de dépôt. Lyon demain, créateur d'envie. Que mangeaient les Romains? Se servaient-ils de fourchettes? Étaient-ils adeptes du sucré salé ou accordaient-ils de l'importance à la diététique? Que buvait-on à table à cette époque? Lugdunum, le musée gallo-romain de Fourvière, nous fait découvrir toutes les saveurs de l'Antiquité à travers une exposition intitulée Une salade César. Claire Iselin, directrice du musée Lugdunum, nous explique tout. Alors salade, ça vient d'un mot latin, sal, qui signifie le sel. Donc qui a donné son nom à salade, saladier, sauce aussi, avec l'importance du sel et
notamment de l'huile d'olive qui servait à agrémenter la salade à l'époque romaine. Alors, c'est un petit jeu de mots parce que une salade César, évidemment César n'y a jamais goûté. C'est une création du XXe siècle aux États-Unis par un chef italien néanmoins. Mais c'était une manière un peu de jouer sur les mots et d'inviter le visiteur à venir appréhender ce thème de manière ludique. Quel est l'esprit général de cette exposition ? Alors, l'esprit, en fait, c'est de traiter de l'alimentation, toute couche sociale en fait confondue, avec des focus sur des exemples qui se sont déroulés à Lyon. C'est une sorte de synthèse en fait qui vous permet de bien comprendre ce qu'on mangeait, la manière dont on faisait venir en fait les aliments, de la manière dont on les agrémentait, les consommait, où est-ce qu'on les consommait aussi, dans l'espace urbain ou domestique. On l'a fait avec un maximum en fait de reconstitution pour donner à voir que ce soit l'espace du marché, mais aussi la salle de banquet, la cuisine, la taverne, pour bien comprendre un peu le fonctionnement des modes de consommation à l'époque romaine. Quels sont les ingrédients à l'époque ? Alors, les ingrédients principaux, en fait, si vraiment on doit résumer l'alimentation, ça va être essentiellement des aliments en fait plutôt végétaux, avec aussi la consommation de protéines via fèves et pois chiches. On peut consommer de la viande, souvent elle est d'abord en fait bouillie, puis rôtie ou mijotée avec de la sauce, et on consomme aussi beaucoup effectivement de légumes sous forme de choux, navets, de bouillie ou de purée, agrémentés avec du pain, puisque à l'époque romaine apparaît le fameux pain levé, réalisé avec de la farine de froment. Avant, on consommait essentiellement des galettes de blé dur. Est-ce qu'on avait un souci de la diététique à l'époque ? Ah oui, il y avait un réel souci. On s'y intéressait. Il y avait des conseils qui étaient donnés par différents médecins, comme par exemple Galien ou Pline. On a beaucoup de sources écrites qui recommandaient, en fonction de l'âge, du sexe, de la condition sociale, du métier, en fait, une alimentation différente. On croyait beaucoup à la théorie des humeurs et donc à la circulation de ces fluides dans le corps et comment y remédier. Puis à l'alimentation, alors c'était aussi bien des recommandations comme le fait d'aller au terme, de prendre soin de soi, de faire du sport, mais aussi de consommer. Donc par exemple, pour une femme enceinte, on recommandait une alimentation assez frugale, pas de viande rouge, des légumes. On pouvait consommer du vin, même quand on était enceinte ou quand on était un enfant. Il y a des choses toujours assez surprenantes. Et par exemple, pour l'alimentation évidemment d'un pugiliste, c'est-à-dire d'une personne en fait qui va au combat, on peut retrouver davantage de protéines, puisqu'on se consomme essentiellement de la viande. Et puis un soldat romain, lui, aura sa petite miche de pain qui peut conserver du fromage, qui effectivement se conserve assez bien, mais pourra aussi avoir son réchaud, sa faucille, pour lui-même couper du blé et réaliser sa propre cuisine. Aujourd'hui, quand on mange soit chez soi, soit au restaurant. À l'époque, comment ça se passait ? Alors oui, effectivement, c'est une question intéressante. On sait que la plupart des maisons, alors immeubles et maisons modestes, n'avaient en fait finalement pas de cuisine à proprement parler au sens moderne du terme. En fait, elles pouvaient éventuellement avoir un petit réchaud dans les immeubles pour être des raisons d'incendie, en fait, qu'on comprend aussi. On cuisinait plutôt à l'extérieur. Dans les maisons, on va trouver peut-être un petit foyer, par exemple, qui va servir à confectionner des plats, mais dans des zones toujours un petit peu à l'écart, en fait, dans la maison, sous une cage d'escalier. Enfin, la cuisine n'est pas aménagée au sens moderne du terme. Il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas d'aération la plupart du temps. C'est à proximité des latrines pour évacuer les eaux de cuisson ou d'une canalisation présente dans la maison. Et pour les classes sociales les plus aisées, là, on va avoir effectivement une pièce qui peut être réservée, dans laquelle on va avoir un plan de chauffe, des zones de stockage, et elle est pratiquée essentiellement par des esclaves affranchis, donc personnes qui n'ont pas vraiment la cote en fait dans la société, parfois même mauvaise réputation. Et dans les maisons les plus aisées, ce sont des cuisiniers professionnels qui sont employés par le maître de maison. Et on voit dans cette expo qu'on peut faire du réseau en faisant des repas, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors le banquet, c'est un élément très important de la vie sociale, communautaire en fait dans la société romaine. C'est-à-dire qu'on a souvent un patron qui va inviter en fait des personnes aisées de son réseau d'influence, des clients. Ça fonctionne comme ça dans la société romaine, lors du banquet qui est très codifié. Donc effectivement, chacun prend une place particulière lors du banquet. La personne privilégiée va être sur la banquette principale, les invités de second rang sur celle de droite et le maître de la maison et sa femme sur celle de gauche. Donc il y a des codes à respecter. On se lave les mains, on se lave les pieds, on a des serviettes, on peut mettre une toge si on ne veut pas se salir. Et puis la conversation doit être mesurée, cultivée. Et là, c'est l'occasion de manger des plats dans les familles les plus aisées qu'on ne peut pas consommer en temps normal. Donc en l'occurrence des huîtres, par exemple, importées de Méditerranée, certains poissons aussi qui viennent de Méditerranée, mais aussi des volailles farcies, de nombreux légumes, des pâtisseries. Donc c'est le système de l'entrée, plat et dessert essentiellement. Dernière question, on dit souvent que Lyon c'est la capitale de la gastronomie. Est-ce qu'à l'époque on pouvait le dire déjà ? Alors on n'a pas
Malheureusement, en fait, les fouilles archéologiques nous donnent à voir en fait des restes de faune, de pratiques alimentaires, de récipients qui nous montrent qu'on est bien effectivement passé d'une tradition gauloise à des traditions romaines, même si certains emplois ont perduré, notamment la charcuterie gauloise très célèbre, certains vins qui sont produits de toute façon dans la région de Lyon, notamment à Vienne. Mais on sait dire à peu près ce qu'ils consommaient. Essentiellement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pareil, sur les condiments, on va avoir effectivement essentiellement de la coriandre, parfois un petit peu de poivre. Mais c'est surtout, en fait, finalement, de la viande bouillie, des légumes. Et puis pour les classes sociales, des produits qui sont importés de loin et très cuisinés, en fait, en sauce. Spécificité lyonnaise, on a des exemples, en fait, des différents lieux dont je vous ai parlé représentés dans la ville, que ce soit la taverne, la salle de banquet, réalisée lors des fouilles, de cuisine, etc. Mais quand à parler d'une spécificité, c'est plus difficile au vu de peu de témoignages archéologiques dont on dispose. L'expo Une salade César est à découvrir jusqu'au 4 juillet au musée Lugdunum de Fourvière. Le mythique groupe de hard Kiss près de Lyon, les New-Yorkais mettront le feu au Polo Club de Saint-Vulbas. Seulement 3 dates sont prévues en France dans le cadre de la tournée mondiale d'adieu du groupe qui a vu le jour en 1973. La billetterie pour ce concert ouvre ce jeudi matin à 10h. Le festival Le Printemps de Pérouge sera plutôt un été de Pérouge. Il se tiendra du 9 au 19 septembre en un seul lieu et avec une programmation remaniée. C'est dans l'enceinte du château de Chazay-sur-Ain que les spectacles auront lieu. La scène sera installée dans le jardin et non dans la cour pour répondre aux normes sanitaires. Jazz, variété, chansons françaises ou encore musique classique. Pomme, Michel Jonas, les Têtes Raides, Laura Cox, Chico et les Gypsies ou encore Richard Galliano. Et en clôture, la formation baroque interprétie Vininziani pour Viva Vivaldi. Il fera la part belle aux 4 saisons. Notez que Deep Purple, Sting et Francis Cabrel sont reportés à 2022 pour la 25e édition du printemps. Le Lyon BD Festival revient les 11, 12 et 13 juin pour sa 16e édition. 2020 avait été annulé. À cause de la crise sanitaire, le public devra toutefois réserver ses activités cette année. Rencontres, spectacles et expositions prendront place pour la partie in du festival. Les samedis 12 et dimanche 13 juin, 57 auteurs sont présents. Parmi eux, on retrouvera de grands noms de la bande dessinée comme Riyad Satouf ou Fabien Toulmé, qui a également réalisé l'affiche du festival. À l'occasion de la sortie de son dernier album, Zep rencontrera son public au Parc de la Tête d'Or le 12 juin dans la matinée. C'est une première pour le festival qui ne l'avait jamais compté parmi ses invités. Au total, 80 événements programmés. Le public pourra se procurer un pass de 5 € pour accéder aux événements de l'Hôtel de Ville sous réservation. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.